Alors bonjour à tous, c'est Sébastien, donc le sous-loueur, une formation donc autour de la sous-location en courte durée. Donc tout ce qui est location type sur donc des plateformes comme Airbnb ou sur Booking.com. C'est une formation où donc on va parler de sous-location d'un logement dans le but d'une exploitation en location courte durée. Alors dans cette formation, je vais vous expliquer comment moi je génère plus de 3 500 € par mois avec 4 maisons qui sont donc sur Airbnb en sous-location. Et également aussi, je vais vous faire voir donc à la fin de cette formation un logement que j'ai démarré donc en janvier 2019. Donc tout dépend à quelle date vous verrez cette formation. Donc j'ai démarré tout début janvier et je vais vous faire voir, donc cette formation, je la tourne aujourd'hui, on est le 23 janvier 2019 et justement je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe pour cette... en fait ça sera une étude de cas où je vais clairement vous faire voir un petit peu les résultats que j'ai obtenus en l'espace de uniquement 3 semaines et vous faire voir que tout ça est possible et donc vous démontrer vous le démontrer à travers cette présentation en vidéo, cette formation. Donc du coup, cette formation, en fait, l'objectif c'est de vous faire voir comment moi je fais, et ce de manière légale, avec peu d'apports, voire vraiment très peu d'apports, et sans aucune aide bancaire. Alors avec cette méthode, vous allez pouvoir effectivement devenir libre financièrement, puisque c'est une activité qui est scalable dans le sens où on peut le faire sur autant de logements que vous avez donc à disposition. Et donc au bout d'un moment, vous allez pouvoir quitter votre emploi, où vous allez tout simplement pouvoir devenir libre financièrement à travers ce type donc d'activité. Et je vous démontre tout ça donc dans cette formation. Alors, pourquoi la sous-location ? Alors généralement, ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas de possibilité d'emprunt. Vous êtes par exemple entrepreneur, vous pouvez très bien avoir fait aussi un dépôt de bilan, vous avez atteint votre seuil d'endettement ou vous avez trop investi. Si vous êtes dans cette configuration-là, il y a de très fortes chances qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas emprunter donc auprès de la banque, et donc du coup vous avez plus de solution. Vous voulez faire de l'immobilier parce que vous savez que c'est quelque chose qui est très porteur. Vous savez que la location courte durée, c'est un système donc à haut rendement. C'est vraiment la solution qui aujourd'hui permet de générer beaucoup de cash. Et donc, vous êtes très certainement dans une de ces configurations. Donc, entrepreneur, pourquoi ? Parce que généralement, un entrepreneur, alors surtout si vous êtes un jeune entrepreneur, que vous démarrez, vous n'avez pas de crédibilité bancaire, et la banque risque de vous bloquer si vous souhaitez faire des investissements locatifs. Peut-être qu'ils vont n'autoriser qu'un seul, mais vous allez très vite être bloqué. Donc, dans cette configuration-là, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre solution. Ensuite, vous pouvez très bien être un entrepreneur qui ait fait un dépôt de bilan. Donc, dépôt de bilan, ça sous-entend que vous êtes fiché pendant 3 ans auprès de la Banque de France. Donc, vous ne pouvez absolument pas contracter un quelconque prêt. Et même après l'issue des 3 ans, généralement, la banque fait des études. Et vous êtes considéré comme quelqu'un de plutôt risqué. Et donc, du coup, il est relativement difficile de faire des emprunts. Ensuite, vous pouvez très bien aussi avoir atteint votre seuil d'endettement, c'est-à-dire que vous êtes un investisseur immobilier, vous avez déjà fait plusieurs investissements, même si ça se passe plutôt bien, peut-être que vous en avez fait beaucoup en très peu de temps, vous avez atteint ce qu'on appelle un encours, c'est-à-dire que la banque vous donne un encours donc par rapport sur vous, et en fait si vous êtes dépassé, vous avez beaucoup trop fait d'investissement, vous ne pourrez pas, ou alors il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir en envisager un autre. Donc c'est vrai que dans cette configuration, la sous-location est vraiment un élément, une possibilité intéressante. Et ensuite, aussi, vous pouvez très bien avoir fait trop d'investissements, et même si le seuil d'endettement n'est pas forcément atteint parce que derrière vos logements s'autofinancent, le fait est que si vous en faites trop rapidement, la banque va encore une fois, toujours par rapport à cette histoire d'encours, va vous refuser l'accès à un nouvel emprunt pour faire l'investissement locatif. Donc la solution, c'est la sous-location légale, puisque la sous-location, vous avez très certainement dû en entendre parler à travers Internet, à travers différentes recherches que vous avez pu faire.
Donc il y a beaucoup de sous-locations qui sont illégales. Moi j'ai pas mal de personnes qui m'ont approché et qui veulent justement encadrer aujourd'hui leur activité, puisqu'ils le font, eh bien, ils ne respectent pas les règles, donc ils sont dans la sous-location donc illégale, et donc les peines encourues sont très importantes. Vous pouvez vous retrouver à payer donc de fortes amendes et également avoir une condamnation au pénal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre très au sérieux. Et aujourd'hui, l'idée de cette formation, c'est de vous présenter la sous-location, mais de manière légale, ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous retrouver eh bien, à faire cette activité de manière sereine et pérenne. Alors, dans ce chapitre, donc, on va parler donc des fondamentaux de la sous-location et je vais vous expliquer eh bien, en quoi ça consiste. Alors, pour faire de la sous-location, eh bien moi tout simplement ce qui s'est passé, pour faire les choses de manière légale, je suis allé voir mon avocat et j'ai également pris contact avec mon expert comptable. Donc l'idée, eh bien, c'est que je leur ai demandé, voilà, moi je veux faire de la sous-location. J'ai entendu parler qu'il y avait des lois qui empêchaient de faire ça, disons que c'était compliqué et que ça pouvait derrière entraîner eh bien, des sanctions, donc comme j'ai pu vous expliquer juste avant, importantes donc, au pénal. Donc, eh bien, moi, l'idée, c'est, je leur ai demandé, voilà, comment je peux faire pour qu'aujourd'hui, je puisse faire ça de manière légale, dans le cadre d'une activité professionnelle, comment je pouvais donc réaliser ça. Donc, du coup, mon avocat, que j'ai donc missionné, que j'ai payé, qui m'a donc rédigé un contrat, un bail professionnel qui permet aujourd'hui de me faire cette activité de manière légale. Et puis, je l'ai fait également valider par mon expert comptable pour être certain que tout était en règle. Et pour vérifier donc tout ça, j'ai aussi demandé à un notaire de me confirmer qu'il y avait bien cette possibilité aujourd'hui de le faire de manière légale. L'avantage de la sous-location, c'est que déjà, vous n'avez donc pas besoin de banque, c'est ce que j'ai pu vous expliquer auparavant. Vous avez donc du temps, parce que c'est une activité qui, si elle est bien organisée et si elle est bien... si vous avez mis en place des process, que vous avez bien automatisé, notamment les check-in par exemple, eh bien c'est une activité qui finalement ne va pas vous prendre trop de temps. Et donc ça va vous laisser du temps, et oui effectivement, pour vous permettre de faire autre chose. Je suis libre financièrement, oui, moi à travers cette activité, ça me laisse beaucoup de temps, donc je me sens libre, c'est-à-dire que j'ai une activité qui me rapporte de l'argent, qui me permet de vivre convenablement, mais qui me laisse du temps, c'est-à-dire que je ne cours pas après l'argent. Cette activité est en place, il y a des process qui ont été mis en place, et ça me permet aujourd'hui d'être libre financièrement. Scalable, pourquoi? Puisque c'est une activité qui, comme vous l'avez compris, eh bien, se fait par rapport à donc une propriété. Donc plus vous avez de propriétés, plus derrière vous allez mécaniquement engendrer plus de revenus. C'est une activité qui peut vraiment se développer, j'ai envie de dire, à l'infini, puisque vous pouvez très bien le faire sur votre ville, mais vous pouvez très bien aussi à un moment donné aller sur d'autres villes où vous pouvez faire exactement la même chose. Encore une fois, si vous avez mis en place des process et si vous avez bien automatisé les choses, vous allez voir que c'est quelque chose qui peut se développer à grande échelle, puisqu'il n'y a pas besoin de banque, il y a besoin d'un petit apport, on va le voir juste après, mais ça vous permet de débarrer très rapidement et d'avoir quelque chose qui est très rentable, et c'est vraiment ce que j'appelle une activité immobilière à haut rendement. Alors, dans les questions qu'on me pose, qu'on me remonte régulièrement tout de suite, ou ce que vous avez dû entendre parler, ce qu'on a pu vous dire, ou ce que vous avez pu lire sur Internet, c'est « ce n'est pas légal ». Ou alors on a pu aussi vous dire on ne peut pas louer plus cher que le loyer initial. Alors, pour illustrer déjà ça, je vais vous démontrer donc tout de suite que tout ça c'est des fausses croyances, puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juin 2018, Airbnb a signé un contrat avec Century 21. Donc vous connaissez bien Century 21, pour justement simplifier la sous-location au bénéfice de tous. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'ils ont mis en relation le propriétaire, l'agent Century 21, le locataire et la plateforme Airbnb. Donc tout ça à travers un bail, un contrat professionnel, donc c'est ce même contrat que je vous expliquais juste avant, que j'ai pu faire avec mon avocat. Eh bien toute cette activité elle est encadrée. C'est-à-dire que le propriétaire a donné son accord,
Derrière l'agence s'occupe de la partie donc administrative et donc de la partie mise donc à disposition de ce logement donc sur la plateforme Airbnb, et le locataire qui devient du coup fait du coup de la sous-location, eh bien lui exploite le logement à des fins commerciales, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, il sous-loue son logement sur la plateforme Airbnb. Donc vous voyez bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fait la une en juin 2018. Il y a eu beaucoup d'articles de presse et tout ça est bien entendu légal. Donc là, vous avez la démonstration que c'est vraiment quelque chose qui est possible et légal. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que, donc ce que vous avez pu lire à droite à gauche, ou des personnes qui vous disent oui, c'est pas légal, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont mal organisés. C'est-à-dire qu'ils ont tout d'abord déjà oublié un élément essentiel qui est l'accord du propriétaire. C'est-à-dire que quand vous louez un logement, que vous souhaitez derrière faire de la sous-location, vous devez bien entendu demander l'accord du propriétaire. Mais ce n'est pas tout. Ce qui s'est passé, c'est que ces personnes qui ont fait cette activité donc illégale de sous-location, c'est qu'en fait, ils étaient sur un contrat classique d'habitation loi 1989, et donc ce contrat, effectivement, encadre précisément donc la sous-location. C'est pas quelque chose de illégal dans le contrat, c'est bien précisé, on peut faire de la sous-location, mais on ne doit pas dépasser le revenu, enfin pas le revenu, le loyer mensuel qui est versé au propriétaire. Je m'explique. Si vous versez par exemple 500 € de loyer mensuel à votre propriétaire, eh bien, les revenus que vous allez tirer, que vous allez générer à travers donc, la location en courte durée en faisant donc de la sous-location, ne doivent pas dépasser les 500 €. Donc vous allez me dire, du coup, l'intérêt, il est où ? Eh bien, effectivement, c'est parce que ces personnes sont restées dans ce type de contrat d'habitation. Ils n'avaient pas un contrat donc spécifique, un contrat professionnel. Et encore une fois, ils avaient aussi donc oublié l'accord du propriétaire pour valider la possibilité de réaliser cette opération. Une fois que vous avez l'accord du propriétaire et que vous avez le bon bail, le bon contrat que je vous expliquais juste avant, que moi j'ai fait faire donc auprès de mon avocat, eh bien là, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci, aucun problème, cette activité est tout à fait légale et vous ne risquez pas de vous retrouver dans une configuration qui serait préjudiciable. Alors on arrive maintenant donc dans le module sous-location, donc la partie donc juridique, donc c'est vraiment une partie importante qu'il faut également bien maîtriser. Donc le module précédent, je vous ai parlé donc du contrat de sous-location. Et bien là maintenant on va parler donc la partie juridique. Donc il faut que vous créiez absolument une activité professionnelle. Vous ne pouvez pas le faire donc dans votre nom propre, c'est absolument pas possible puisque c'est vraiment quelque chose de professionnel. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités pour donc encadrer juridiquement votre activité. Alors, on va donc aborder tout ça donc, dans cette diapo. Donc déjà, vous avez plusieurs statuts possibles juridiques. Soit vous mettez dans le cas d'une société traditionnelle, type SARL, SAS ou autre, ou bien EURL par exemple, ou d'autres types de structures. Ou bien vous pouvez aussi décider de vous mettre en statut auto-entrepreneur. Donc les deux sont possibles. Et il y a aussi une autre possibilité, j'en discutais récemment avec mon expert comptable qui me dit vous pouvez aussi vous mettre en entreprise individuelle. Donc moi personnellement je me suis mis en EURL dans le cadre de cette activité, mais c'est vraiment libre à chacun donc par rapport au montage. Alors ça, généralement ce qui est conseillé de faire, c'est de contacter un professionnel, généralement c'est un comptable ou un expert comptable qui peut vous donner gratuitement, le premier rendez-vous généralement est gratuit, vous pouvez poser beaucoup de questions et lui pourra vous aider à encadrer de manière juridique votre activité. Vous pouvez aussi approcher, pourquoi pas, également un avocat si vous le souhaitez. Mais là, je vais vous livrer donc dans ce module, je vais vous livrer les différents statuts. Alors, vous pouvez très bien vous mettre en auto-entreprise, donc auto-entrepreneur. Donc, comme vous le savez, les formalités sont relativement simples. Tout se fait sur Internet, sur un site Internet. La création d'activité, elle est gratuite. Il n'y a pas de frais de constitution, pas de frais de structure, pas de frais de comptable, puisque c'est vous qui tenez à jour votre comptabilité et qui déclarez chaque mois les recettes que vous avez pu engendrer sur votre activité. Et vous avez, ce qui est plutôt bien dans ce type de fonctionnement, c'est que vous avez un prélèvement unique pour les impôts et pour les charges sociales qui sont basées sur le chiffre d'affaires.
Contrairement à une société où là du coup vous n'êtes pas du tout taxé sur le chiffre d'affaires, mais vous êtes taxé sur le bénéfice que vous allez réaliser. Donc c'est pour ça que moi je vous livre ici les grandes lignes, mais il faudra vous rapprocher d'un professionnel pour faire une étude par rapport à notamment votre taux d'imposition, qu'est-ce que vous allez faire exactement. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en considération et qui vont plutôt vous faire opter sur telle ou telle solution. En autre entreprise, donc les faiblesses, généralement, c'est qu'on on peut pas déduire de charges puisque vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires, donc peu importe les charges que vous avez en face, vous ne pourrez pas les déduire. Limité au scaling dans le sens où vous ne pourrez pas en faire énormément, c'est-à-dire que si à un moment donné vous souhaitez avoir une dizaine de logements, ça ne sera pas possible parce que vous êtes limité à 81 000 euros puisque c'est considéré comme du service et donc vous ne pourrez pas malheureusement faire plus de 81 000 euros dans ce type d'activité. Vous serez obligé de passer par la constitution d'une société. Alors tout dépend dans quel objectif vous êtes fixé. Est-ce que vous souhaitez avoir que 1, 2 ou 3 logements? On va dire que tant que vous restez en dessous de 3 logements, c'est possible. À partir de 3, 4 logements, là, il faudra envisager très sérieusement la constitution d'une société. Et enfin, un autre point qui est pour moi un point vraiment important, c'est qu'il est vraiment moins rassurant pour les propriétaires, puisque le statut auto-entrepreneur n'est pas c'est pas rassurant dans le sens où vous n'avez pas de société, vous êtes à votre nom, et pour un propriétaire, il va falloir l'enjeu qu'il va y avoir derrière, et ça fera partie donc des modules juste après de cette formation, c'est qu'il va falloir que vous arriviez à convaincre un propriétaire. Et ça, c'est vraiment pas simple parce que les propriétaires ont eu vent d'Airbnb, ils savent que il y a eu des histoires qui sont arrivées il y a quelques temps, des appartements qui auraient pu être saccagés. Alors bien entendu, tout ça, ça représente une infime partie de toutes les réservations qui peuvent se passer dans le monde entier sur les plateformes comme Airbnb. Mais bien entendu, la presse s'est emparée de ce type de sujet et on a fait un sujet d'actualité, un sujet un peu à scandale. Donc forcément, les propriétaires ont plutôt cette image-là en tête et donc sont plutôt sur la réserve quant à ce type d'activité. Alors si en plus vous arrivez avec un statut d'auto-entrepreneur, ça peut vous mettre à porte-à-faux et les propriétaires peuvent du coup être encore moins rassurés par ce type d'activité. Donc c'est pour ça que moi je privilégie plutôt une entreprise, puisqu'une entreprise ça fait vraiment voir que vous avez engagé des sous, parce qu'ils savent très bien que créer une entreprise c'est pas non plus, ça se fait pas en claquant des doigts. Vous avez forcément mis de l'argent sur la table. En plus, une entreprise, ça va voir que c'est organisé, qu'il y a une comptabilité, ça démontre le sérieux donc de votre projet. Parce que vous allez vraiment devoir démontrer aux propriétaires, on va y venir juste après, le sérieux et donc on va dire la véracité de votre projet. Alors du coup, si vous êtes plutôt en société, donc les gros avantages, c'est que vous allez donc pouvoir déduire des charges du chiffre d'affaires. Toutes les charges qui sont liées à votre activité, vous avez tout ça, vous allez pouvoir le déduire du chiffre d'affaires qui est réalisé, puisqu'en fait vous êtes imposé sur uniquement le bénéfice. Enfin, le bénéfice dans un premier temps, et si ensuite vous prenez un revenu, là bien entendu vous êtes chargé par rapport au bénéfice que vous allez prendre à titre personnel. Mais si à un moment donné par exemple vous ne souhaitez pas redistribuer ce que vous avez gagné, si vous souhaitez grossir votre activité pour peut-être lancer d'autres logements, sachez que vous serez imposé qu'à hauteur de 15% sur l'impôt sur les sociétés si vous ne distribuez pas de bénéfices. Alors 15% jusqu'à, de mémoire, c'est 81 000 euros, quelque chose comme ça, donc de chiffre d'affaires annuel. Au-delà, c'est aujourd'hui 33%, bien que cette imposition sur les sociétés va baisser très prochainement à 25%. Le gros avantage, c'est que vous pouvez aussi faire des montages qui sont possibles pour réinvestir. Donc vous pouvez très bien lancer d'autres activités dans cette société-là. Et vous pouvez aussi réutiliser cet argent pour derrière, pourquoi pas, aller chercher d'autres logements pour aller grossir votre activité. Le gros avantage aussi, c'est que pour le coup, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que vous avez une vraie structure qui rassure les propriétaires. C'est très facile de dire aux propriétaires, moi j'ai des personnes qui travaillent avec moi dans l'entreprise, on est plusieurs à gérer ça, on a déjà plusieurs biens. Tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut mettre en avant quand vous lancez votre activité. L'idée, c'est vraiment, à travers votre société, c'est que vous fassiez voir que vous êtes une personne morale, vous représentez une personne morale qui est une société. Et ça, c'est beaucoup plus rassurant pour un
un propriétaire qui va vouloir vous laisser son logement pour faire de la location en courte durée. Alors les faiblesses, bien entendu, c'est que vous avez des frais de création d'entreprise, vous allez également avoir des frais de fonctionnement qui vont effectivement qui vont pas être forcément négligeables, puisqu'il y aura des frais de comptabilité, des frais d'expert comptable, des frais bancaires, des cotisations de gérant si vous êtes gérant, et il y aura des charges sociales donc qui seront, c'est ce que je disais juste avant, comprises entre 30 et 45%. Donc ça dépend de... Il y a pas mal de paramètres qui sont à prendre en compte, mais vous avez des charges sociales qui seront à payer si vous prenez des revenus par rapport aux bénéfices qui seront générés chaque année. Donc du coup, là, ça vous donne un petit peu les différents aspects. Puis vous avez aussi, là je ne l'ai pas mis ici, mais l'entreprise individuelle qui est également possible, qui rentre plus dans le cadre d'une société, qui est également étudiée. Puisque l'avantage d'une entreprise individuelle, c'est que vous n'avez pas à sortir de bilan chaque année. Vous avez des frais juridiques qui sont donc à déduire, donc il y a des frais quand même en moins, et ça peut être une possibilité donc pour vous de faire cette activité à travers une entreprise, mais une entreprise individuelle. Mais auprès de la banque, vous serez considéré comme un auto-entrepreneur, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de crédibilité bancaire. Donc si à un moment donné vous souhaitiez même faire des emprunts, ça sera quelque chose qui sera très difficile dans le cas d'une entreprise individuelle. Ce qui ne sera pas le cas dans le cas d'une URL par exemple, ou d'une SARL, une SAS. Là, vous pourrez ensuite aller contracter des prêts et aller chercher autre chose. C'est l'avantage d'une entreprise. Moi, je vois dans mon entreprise, je fais de la sous-location, mais je ne fais pas que ça. Je fais notamment une activité de location de véhicules et je fais aussi de la formation dans cette société. Vous voyez, tout est regroupé dans cette activité, dans cette société, ce qui me permet d'en avoir qu'une seule, et du coup je fais tout dedans. Alors, du coup, une fois que donc vous avez donc le contrat et que juridiquement vous avez tout est en place, vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous avez déjà validé cette première partie, vous avez votre contrat, donc le bail professionnel que je vous disais. Vous avez monté votre société ou vous êtes mis au statut entrepreneur, du coup cette partie-là est validée. Donc on peut passer ensuite sur la partie accord. L'idée c'est d'avoir l'accord d'un propriétaire et puis également trouver le logement. Donc ça c'est la partie qu'on voit dans le module juste après. Alors dans ce module on va parler de comment trouver une propriété. Donc l'idée, c'est de rechercher un logement qui va se prêter à la sous-location, dans le cadre d'une activité sur Airbnb, la location en courte durée. Donc vous allez devoir rechercher un logement et comment le trouver facilement. Alors, vous avez deux manières pour le faire. C'est soit vous allez utiliser un site internet comme Le Bon Coin, ou d'autres sites internet. Moi, c'est vrai que j'affectionne particulièrement Le Bon Coin, mais il y a d'autres sites internet où il y a des propriétaires qui mettent en location le logement. Donc, par exemple, seloger.com notamment. Donc ça, c'est une des premières solutions, où vous allez aussi pouvoir vous rapprocher d'un agent immobilier. Alors peut-être que dans votre cercle d'amis ou de famille, vous avez quelqu'un qui est agent immobilier ou qui connaît un agent immobilier. Ça, je vous encourage vivement à utiliser ce filon, ce réseau, puisqu'un agent immobilier, par définition, a connaissance de un petit peu tout ce qui se passe dans la ville par rapport à la demande locative ou par rapport aux ventes d'appartements. Donc renseignez-vous, ou bien missionnez un agent immobilier que vous allez rencontrer. Alors plutôt, moi je serais plus pour un indépendant, puisque dans les agences, ils ne vont pas forcément être très friands, ils ne vont pas forcément être très réceptifs par rapport à votre demande, puisque vous, l'idée c'est de sous-louer un logement, donc l'idée c'est va falloir bien expliquer à l'agent immobilier ce que vous avez prévu de faire, ce que vous recherchez, le type de logement. Ce que vous allez pouvoir effectuer. Donc l'idée c'est plutôt d'aller voir un agent immobilier qui serait soit indépendant ou un mandataire qui du coup vous permettrait, qui aurait bien compris, bien cerné votre besoin et qui du coup pourrait vous aider à chercher des propriétaires qui seraient réceptifs et qui seraient du coup qui donneraient l'autorisation pour faire ce type d'activité. Ou bien sinon, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai opté pour la partie Le Bon Coin, c'est-à-dire que là je suis parti en recherche d'un logement directement sur le site Le Bon Coin. Alors, comment j'ai fait? Donc là, c'est un exemple, par exemple, sur la ville d'Angers. Donc j'ai pris location, j'ai sélectionné la ville d'Angers. J'ai vraiment pris tout, donc j'ai pris les appartements. J'aurais pu également prendre les maisons, mais les maisons, c'est vrai que généralement, c'est plutôt des logements relativement grands. Donc pour la location courte durée, ça peut s'y prêter, mais j'ai envie de dire quand vous démarrez, quand vous vous lancez, il faut plutôt aller sur des
sur des surfaces un petit peu plus petites. Donc je suis allé plutôt moi sur des appartements. Donc ici, du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tri dans l'ordre décroissant. Pourquoi? C'est-à-dire que par rapport au prix. C'est-à-dire que moi je prends d'abord tous les logements qui sont relativement chers pour deux raisons. La première, je me dis, c'est que si les logements sont chers, c'est que déjà il y aura moins de demandes, c'est-à-dire qu'il y aura moins de personnes qui vont être intéressées par ces logements. Donc ça veut dire que le propriétaire n'est pas trop sollicité donc, pour louer le logement, et donc il risque peut-être d'être beaucoup plus réceptif à à votre projet, parce que du coup il va se dire ouais, j'ai pas de locataire, j'en demande un prix relativement important, lui il se présente, il est plutôt voilà, j'y crois, j'ai plutôt aller sur ce type de fonctionnement, et du coup il sera peut-être plus tenté de vous laisser son logement. Donc c'est pour ça que je commence plutôt par les logements qui sont relativement chers. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que généralement les logements chers, c'est soit le propriétaire il a un petit peu surévalué son logement, mais vous c'est pas très grave parce que l'idée c'est d'aller vérifier que derrière vous aurez la rentabilité que vous allez attendre sur ce type de logement. Si vous dans votre tête vous avez fait un bon business plan, vous connaissez à peu près donc la rentabilité que vous pouvez espérer sur votre ville, des goûts, vous pouvez tout de suite voir si vous pouvez vous permettre de prendre ce type de logement. Alors même si effectivement il est peut-être surévalué, le fait est que le propriétaire, s'il est surévalué, il a très certainement très peu de demandes, et donc ça va vous permettre à vous d'aller chercher, de récupérer un bien que le propriétaire a beaucoup de mal derrière à louer parce qu'il l'avait mis un petit peu trop cher. Et puis c'est aussi généralement un bien relativement cher, c'est généralement un bien de qualité qui est soit bien situé, soit qui a vraiment des prestations très haut de gamme dedans, beaucoup de cachets. Donc ça c'est très bon pour vous parce que justement on va y venir dans le module suivant. Ça va vous permettre du coup de vous démarquer de la concurrence et donc du coup de générer beaucoup plus de cash flow grâce à ce type de logement. Alors là je vous ai mis typiquement un logement qui pour moi serait un excellent compromis, puisque vous voyez on est à 700 € donc, par mois en hypercentre avec un 2 pièces, donc ça c'est vraiment parfait, proximité des transports en commun. On voit que c'est un appartement qui a du cachet, puisque donc il y a du parquet, les murs sont blancs, très important. On voit également même les portes, les huisseries, tout ça est vraiment parfait et vraiment très très chouette. Et bien ça c'est typiquement le type de logement qu'il faut cibler pour faire donc de la sous-location et pour faire surtout de la location en courte durée. Alors on va voir dans ce module maintenant de la sous-location comment convaincre un propriétaire. Donc comment convaincre un propriétaire? Il y a plusieurs manières de faire. Donc c'est vraiment une partie qui est pour moi très importante. Puisque même si vous avez repéré un logement qui s'y prête, après il va falloir réussir à convaincre ce propriétaire qu'il faut faire ce type d'activité. Donc déjà ce qui se passe c'est que vraiment vous arriviez à faire un tri par rapport au profil du propriétaire que vous allez rencontrer, puisque vous aurez des propriétaires qui auront un profil plutôt investisseur. C'est-à-dire que ce sera plutôt des propriétaires qui auront plusieurs logements déjà en location, ou ce sera des propriétaires qui généralement vont plutôt regarder la rentabilité de leur logement, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt regarder si vous êtes capable donc de payer le loyer, et qui vont pas trop être regardants sur ce qui va se passer dans le logement. C'est plutôt qu'ils attendent derrière la rentabilité de leur logement, que les loyers tombent tous les mois et que le logement bien entendu reste en bon état. Donc déjà, il va falloir que vous arriviez à faire un tri. Vous verrez, ça va venir progressivement. Plus vous allez rencontrer de propriétaires ou plus vous allez discuter de propriétaires, vous allez tout de suite pouvoir identifier le type de profil. Parce qu'après, sinon, il y a l'autre profil de propriétaire où là, du coup, vous pouvez tout de suite abandonner. Ça se sent tout de suite au téléphone. C'est-à-dire que généralement, c'est des propriétaires qui ont un logement. Donc, soit c'était leur précédent logement, soit c'est un investissement qu'ils ont fait à un moment donné de leur vie pour essayer de se constituer du patrimoine, et donc du coup c'est le logement de leur vie, on va dire, donc eux ils regardent effectivement que vous avez bien payé les loyers, mais c'est surtout qu'ils ont très très peur du logement, de ce que vous allez en faire, ils ont peur que derrière tout va être détérioré, qu'ils vont récupérer un appartement totalement insalubre. Vous allez tout de suite comprendre ce type de profil, vous allez tout de suite voir que c'est pas du tout
type de personnes qu'il vous faut. Ces personnes-là ne sont pas du tout faites pour donc, le business, n'ont pas du tout le mindset business, le mindset entrepreneur. Ils ne sont pas du tout là-dedans, ils ne sont pas du tout dans ce schéma-là, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est qu'une entreprise, ils ne comprennent pas du tout qu'on puisse faire quelque chose de professionnel dans la location en courte durée. Donc ça, exit, vous oubliez. Il faut que vous arriviez à chercher des propriétaires qui ont un profil investisseur. Ça, c'est vraiment important. Donc, eh bien pour ça, ce qu'il va vous falloir, c'est vous faire un kit marketing. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé, je m'en suis fait un. Eh bien, c'est quoi? C'est une vidéo où je me présente, où je présente l'activité. Et puis, c'est également un PowerPoint. C'est une vidéo, c'est un document, soit que vous le remettez par papier, que vous imprimez, ou bien que vous visualisez sur un ordinateur avec eux. Ça fait encore une fois très professionnel donc de venir avec un document ou une présentation PowerPoint sur un ordinateur. Venez aussi avec vos cartes de visite. Bref, vous devez mettre le paquet et vous devez impressionner le propriétaire, faire voir que vous êtes vraiment quelqu'un de professionnel. Et que eh bien, vous faites ça, voilà, ça sera quelque chose de très sérieux. Et donc du coup, eh bien, mettez tout ce kit marketing, réalisez ce type de marketing. Moi, j'en ai pu en faire un. C'est vrai que c'est un vrai support, ça m'aide énormément et ça me permet de convaincre beaucoup plus facilement les propriétaires. Et puis, il faut aussi vous présenter, dire qui vous êtes, pourquoi vous faites ça. Alors, c'est vrai que le premier logement est généralement plus difficile à obtenir parce que vous n'avez pas assez de recul, vous n'avez pas assez d'expérience. Quand vous allez voir qu'ensuite, quand vous allez en avoir un, vous allez pouvoir l'utiliser et l'exploiter pour démontrer que c'est possible, que ça marche et faire voir les résultats que vous avez pu obtenir. Alors sans entrer dans les chiffres bien entendu, mais faire voir derrière le résultat, j'ai envie de dire surtout de la décoration, faire voir que vous avez vraiment embelli le logement. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un propriétaire de voir que le locataire a mis le paquet dans la décoration, dans l'immobilier, enfin dans le mobilier qu'il a pu fournir dans le logement. En gros, le logement, pour le propriétaire, il se dit waouh, il a vraiment embelli mon logement, ça montre que la personne, elle y croit vraiment et qu'elle met le paquet et que voilà, ça va fonctionner. Alors, il faut bien lui faire comprendre qu'il sera gagnant. Donc, on va y venir juste après. C'est la diapo suivante. C'est les différents arguments que vous allez lui donner pour le convaincre. Donc l'idée c'est pas de vous d'expliquer forcément, enfin, vous allez expliquer ce que vous allez faire, mais l'idée c'est pas au départ, c'est pas de tout expliquer ce que vous allez faire, c'est vraiment plutôt lui faire comprendre tout de suite son avantage, qu'est-ce qu'il va y gagner lui à faire ça, parce qu'il a bien compris donc qu'il va être payé, qu'il va avoir son loyer, mais qu'est-ce qu'il y gagne réellement en plus de que si, parce qu'en fait lui il va avoir le choix, c'est soit il va louer un locataire traditionnel, soit il va vous le louer, mais forcément il va forcément attendre quelque chose de plus par rapport à vous, puisqu'il sait que vous, c'est dans un cadre professionnel, lui, dans sa tête, il y a un risque par rapport au fait que son logement va être dégradé. Tout ça, ça l'inquiète. Donc vous devez absolument mettre tout en œuvre pour lui faire comprendre donc qu'il sera gagnant et que pour lui, il a plutôt intérêt à vous choisir qu'à aller choisir un locataire traditionnel. Donc, on y vient juste après. Je vais vous faire voir ça, les différentes astuces, les différents arguments que vous devez utiliser. Alors, je vais vous en expliquer quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Moi, j'en ai vraiment utilisé beaucoup, qui permettent de renforcer ma crédibilité. Alors, bien entendu, même si au départ, la première approche va soit être par email, enfin par message sur le Bon Coin, soit par donc un entretien téléphonique, il va falloir le rencontrer physiquement. C'est très important. Déjà, pour lui remettre tous les supports papier que vous avez pu imprimer ou les supports vidéo ou bien les présentations que vous allez pouvoir faire avec votre ordinateur, il va falloir donc lui faire voir ça physiquement. Et puis la rencontre physique, c'est surtout là où on va pouvoir aussi bien cerner le profil donc de la personne va aussi vous rencontrer, donc du coup va vous donner de la crédibilité, alors que quand c'est au téléphone et que c'est sur par email, il y a pas de crédibilité, c'est très froid, il n'y a pas de contact physique et tout ça, ça fait que ça va être compliqué. Donc la première approche, au début, c'est pas non plus trop lui en dire, pas rentrer trop dans le détail, c'est lui expliquer ce que vous faites. Donc il y a des techniques, notamment c'est dans ce kit marketing moi, que j'ai mis en place, les différents messages que j'ai pu utiliser. Il y a une première approche et puis petit à petit vous allez monter, en fait vous allez, dès que vous sentez que le propriétaire est en confiance,
eh bien c'est là où vous allez du coup petit à petit monter et lui donner de plus en plus d'informations et aller jusqu'à lui livrer l'information finale à la fin, lui expliquer clairement ce que vous faites. Mais au début, vous devez y aller progressivement. Vous ne pouvez pas, sur un appel téléphonique, dire bonjour, je veux votre logement, est-ce que je vais faire du Airbnb derrière en sous-location. Ça, c'est mort, c'est perdu d'avance. Donc vous devez bien avoir une technique, une trame que moi j'ai réalisée. Et cette trame, il faut la suivre et c'est ce qui va vous permettre progressivement de gagner la confiance de votre propriétaire. Alors on arrive justement bien à la fameuse diapo, le fameux slide où du coup les arguments choquent, donc il y en a 4. Hein. C'est tout d'abord que vous allez entretenir le bien du propriétaire. Donc le fait qu'il y ait de nombreux passages dans le logement fait que justement, ça va vous permettre à vous bien d'aller visiter le logement. C'est-à-dire que vous allez lui dire que c'est vous qui allez faire les check-in, même si par la suite c'est pas vous, parce que l'idée c'est d'automatiser et de faire en sorte que ça ne soit pas une activité soit trop chronophage pour vous. Mais ne lui dites pas ça, vous lui dites que vous allez venir systématiquement pour les check-in, que vous récupérez les cautions, que vous faites un état des lieux avec le locataire, et un état des lieux sur le sortie, bref, vous dites tout ça, même si derrière ça se passera pas comme ça, parce que sinon c'est beaucoup trop chronophage et vous verrez que ça sera trop prenant. Mais ça fera l'objet d'une autre formation, d'une autre vidéo où j'explique tout ça notamment sur ma chaîne YouTube. Vous devez lui dire que donc du coup le fait que vous passiez fait que vous allez maintenir le logement dans un excellent état puisque vous allez venir très fréquemment dans le logement et donc vous allez pouvoir vérifier que s'il y a des choses qui sont défaillantes ou pas. C'est aussi parce que vos femmes de ménage vont venir après chaque check-out. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la moyenne c'est plutôt 3 nuits en règle générale. Donc ça veut dire qu'en gros tous les 3 jours vous avez quelqu'un qui vient qui va nettoyer le logement, qui va passer l'aspirateur, qui va nettoyer toutes les pièces. Et donc tout ça fait que le logement va toujours garder un excellent état. Combien de propriétaires récupèrent un logement qu'ils ont loué pendant plusieurs années, récupèrent un logement par exemple de personnes qui sont fumeurs, qui ont fumé dans le logement pendant 3 ans, le logement c'est tout sale, les murs sont absolument salis par la cigarette, il y a des odeurs. Bref, le propriétaire récupère un logement qui n'est pas convenable. Là, l'idée, c'est que vous, justement, vu qu'il y aura beaucoup d'allers et de retours, vous allez venir plus fréquemment, les femmes de ménage également, et ça fait que le logement sera beaucoup mieux entretenu. Alors ensuite, ce que vous pouvez lui dire aussi, c'est que vous allez lui garantir son loyer. Et vous dire, mais comment ça, vous pouvez garantir le loyer? Alors ce qu'il faut lui dire, c'est que vous, derrière, vous allez payer ce loyer à travers votre société donc pour exploiter le logement et que vous ne dépendez pas d'un bail d'habitation loi 1989. Donc je m'explique. Le fait que vous ne soyez pas dans ce type de bail loi d'habitation 1989 fait que le propriétaire va pouvoir vous sortir très rapidement. Si vous ne payez pas, c'est très facile pour lui de vous sortir puisque le bail est un bail particulier, contrairement à un bail d'habitation où notamment par exemple pendant les périodes hivernales, vous ne pouvez pas mettre à la porte votre locataire. Et notamment, de manière générale, pour expulser un locataire, vous le savez, c'est plutôt compliqué. Donc un propriétaire, ça il le sait, et donc du coup on ne sera pas dans le cadre de ce type de bail d'habitation, donc du coup c'est un contrat qui est beaucoup plus flexible pour lui, qui donc va vous permettre de vous mettre à la porte dans le cas où vous ne payez pas le loyer. Donc vous pouvez lui garantir, vous allez payer les loyers notamment par rapport à ça, mais aussi que c'est votre société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre société, elle fait une activité, le but c'est qu'elle gagne de l'argent, c'est que cette société se développe, et donc pour qu'elle se développe, il faut qu'elle remplisse ses obligations. Ses obligations, c'est quoi? C'est payer le loyer. Donc, vous êtes beaucoup plus responsable à payer un loyer à un propriétaire, dans le cas d'une société, que si vous êtes un particulier, puisqu'un particulier, il va se dire, de toute façon, même si je ne paye pas, j'aurai des courriers de relance, derrière le temps qu'ils mettent en place une procédure, je vais rester 1 an. Moi, j'ai eu un logement comme ça, où j'ai eu un locataire qui n'a pas payé pendant 1 an. Dans le cas d'une société, ça ne marche pas du tout comme ça. En plus, lui, il sait que si vous voulez rester, il va falloir que derrière, vous payiez le loyer. Donc, il sait très bien que si à un moment donné, vous ne payez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas continuer à exploiter son logement. Donc, du coup, vous allez, pour vous, c'est complètement perdant. Ensuite, il faut y parler également de l'assurance, c'est-à-dire que vous avez une couverture qui couvre jusqu'à 800 000 € de dommages. Donc ça, c'est pas vous qui l'avez contracté, c'est que tout simplement la plateforme Airbnb aujourd'hui intègre ce type d'assurance dans chaque réservation. C'est-à-dire que les frais qui sont payés par donc les locataires et qui sont également payés par vous-même, puisque vous avez des frais, des commissions à reverser à la plateforme,
ça intègre donc jusqu'à 800 000 € de dommages sur le logement. Donc vous êtes largement couvert. Et puis en plus de ça, vous prenez une caution. C'est-à-dire que quand le locataire réserve le logement sur la plateforme, eh bien, vous lui prenez une caution qui sera déclenchée dans le cadre d'un problème qui aurait pu intervenir durant le séjour. Donc vous êtes largement assuré par rapport à ça, même bien plus qu'un locataire traditionnel. Et ça, c'est des points que vous devez mettre en avant lorsque vous rencontrez le propriétaire. Et enfin, donc le contrat. Donc j'ai pu le dire un tout petit peu juste avant, eh bien c'est un contrat, donc c'est un bail dérogatoire professionnel qui a donc été rédigé par un avocat, validé par un notaire. Et donc c'est quoi ce contrat? Eh bien c'est un contrat qui peut être rompu très facilement aussi bien par le propriétaire que par le locataire, par le propriétaire que par vous-même. Donc le truc c'est que le propriétaire lui il est super détendu. Si à un moment donné vous ne payez pas, vous ne respectez pas vos obligations, il met terme au contrat et c'est terminé, ça s'arrête là. Donc ça c'est beaucoup plus rassurant pour lui. Donc voilà, donc du coup, une fois que vous avez votre contrat, donc bail dérogatoire que vous avez fait faire chez votre, que vous avez récupéré, une fois que vous avez donc l'aspect juridique, ça c'est validé. Ensuite vous avez donc trouvé le logement, vous avez obtenu donc l'accord du propriétaire. Et bien qu'est-ce qui reste? Il reste la mise en exploitation du logement et donc c'est le module juste après que je vais vous présenter. Alors dans ce module, on va parler cette fois-ci de l'exploitation du logement que vous avez donc récupéré. Donc l'exploitation, j'ai mis Airbnb, mais vous avez bien entendu utiliser d'autres plateformes, hein. Donc les deux principales sont Airbnb et Booking.com. Donc l'idée de ce module, eh bien, c'est de parler de l'exploitation que vous allez pouvoir faire et comment l'exploiter sur les plateformes en location courte durée. Alors, c'est très important, l'exploitation que vous allez en faire doit absolument être positionnée sur un segment haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de logements aujourd'hui que vous pouvez vérifier sur les différentes plateformes qui sont plutôt positionnés sur le bas de gamme, c'est-à-dire que en gros, ils viennent se frotter donc, aux hôtels, hein, clairement. Ils ont des positionnements prix bas parce qu'ils sont obligés d'aller se battre, se fighter avec les hôtels qui ont des positionnements prix relativement bas aussi sur les villes. Donc du coup, eux, ils proposent des logements plutôt segment bas de gamme. Et ça, du coup, ça crée que vous allez louer les nuits à 25, 30, 35, 40 €. Et ça va être très difficile pour derrière aller absorber la charge mensuelle que vous allez donc supporter, qui est le loyer, plus tout ce qui est électricité, eau, etc. Donc si à un moment donné, vous faites que du bas de gamme, ça va être très compliqué de générer suffisamment de cash flow. Vous allez voir que ça va être une activité qui ne va pas du tout être lucrative. Et au contraire, vous, ça va plutôt vous dire, ça ne marche pas. Alors, positionnez-vous sur un segment haut de gamme, parce que beaucoup de propriétaires font du low cost. Vous pouvez vérifier, c'est beaucoup ça. Et donc, le fait que ça soit du low cost, donc j'entends quoi par low cost? C'est-à-dire que c'est une décoration, il n'y a pas de déco déjà. Tout ce qui est fourniture dans le logement, eh bien, c'est des fournitures plutôt bas de gamme, de la récupération. Tout ça, ça ne marche pas. Ça marche, mais vous allez vendre les nuits vraiment très peu cher et ce n'est pas du tout l'objectif quand on fait de la sous-location. C'est au contraire aller sur un positionnement haut de gamme pour générer beaucoup de revenus, pour que derrière vous puissiez absorber largement le loyer que vous allez verser tous les mois et générer un cash flow intéressant. L'idée, c'est d'aller chercher au moins 500 € minimum par logement. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 €, voire plus, bien entendu, mais je pense que si déjà vous faites les 500 €, c'est déjà une très belle chose. Imaginez, vous avez une dizaine de logements, vous faites 5000 €, c'est très clair. Donc c'est quand même, sans que ça va vous demander non plus un effort surhumain derrière, aussi bien sur un plan investissement que sur un plan temps. Donc décorer l'appartement style contemporain, effectivement une belle décoration, de nombreux équipements. Vous pouvez vous inspirer de ce que fait par exemple Ikea. Ikea généralement est sur un positionnement de style contemporain. Donc c'est une très bonne approche, bien qu'après il ne faut pas non plus faire que du Ikea, parce que le Ikea c'est vraiment aussi des produits... ça commence à être connu maintenant et il y a des personnes qui peuvent être sensibles, peuvent se dire ouais, vous voyez, essayez de vous rapprocher de cette décoration. On pouvait très bien aller chez d'autres fournisseurs, il y a But, il y a Conforama, il y a d'autres fournisseurs qui proposent des produits similaires, mais qui sont parfois un petit peu plus haut de gamme et qui donnent du coup un côté qualitatif au logement. Du coup,
beaux équipements et puis également une belle décoration. Les murs, il faudrait dans l'idéal que vous trouviez un logement avec des murs blancs pour que du coup derrière vous puissiez accrocher vos tableaux, vous puissiez un petit peu décorer l'appartement, ça le rende cosy, chaleureux, des petits tapis, des petites lampes, tout ça doit faire l'objet d'une belle décoration pour que derrière vous puissiez faire des belles photos. Des belles photos, c'est derrière vous assurer de prendre des belles réservations et d'en prendre régulièrement. Bien entendu, la mise en exploitation, c'est aussi après déléguer et automatiser. Vous mettez en place des techniques donc automatiques qui vont vous permettre de vous libérer du temps et surtout vous déléguer dès que vous pouvez. Donc, par exemple, le nettoyage, vous déléguez. La partie de check-in, vous l'automatisez. La partie de check-out également. Tout ça, c'est des choses que vous devez mettre en place. Donc, je n'ai pas expliqué ça dans cette formation d'1 heure, bien entendu. Mais je l'explique dans d'autres formations, comment vous pouvez vous organiser pour que derrière, ça soit, ça vous libère du temps. L'idée, c'est quoi? C'est que vous deveniez vraiment un entrepreneur dans le sens où vous alliez chercher d'autres logements, vous concentriez plutôt plus sur la partie communication, notamment avec vos voyageurs, qui est très importante pour obtenir des bonnes notations, des bons commentaires. Mais c'est également vous dégager du temps pour soit démarrer d'autres activités ou pour aller grossir tout simplement le nombre de propriétés que vous gérez dans votre entreprise. Voilà, du coup, une fois que vous avez récupéré le contrat, vous avez mis en place donc la partie juridique pour votre société, vous avez trouvé un logement, vous avez eu l'accord du propriétaire, l'exploitation, c'est parti, du coup, ça y est, vous avez votre solution en sous-location. Donc, vous devenez vraiment un sous-loueur d'appartements pour faire du Airbnb, pour faire la location en courte durée. Alors, dans ce module, maintenant, on va faire une étude de cas chiffrée. Donc, je vais vous expliquer, moi, ce que j'ai pu faire à travers un logement que j'ai démarré tout début janvier 2019. Là, nous sommes le 23 janvier 2019 au moment où je vous tourne cette vidéo. Je vais vous faire voir les chiffres de cette mise en exploitation, cette sous-location que j'ai pu réaliser récemment. Donc c'est quoi? C'est un appartement de 2 chambres qui fait 87 mètres carrés avec du style, du charme. Donc on retrouve le parquet que je vous disais tout à l'heure, une petite cheminée d'époque, des murs blancs. Vous voyez, tout ça, ce sont vraiment des choses qui font que c'est un appartement de caractère. On voit là les poutres apparentes. Tout ça, ça fait que c'est un appartement de qualité. Les menuiseries également, c'est de la double isolation. C'est des belles menuiseries. Tout ça fait que c'est un appartement de caractère, de style, qui donc se prête parfaitement à la location en courte durée. Alors voilà, donc là du coup, je vous fais voir un exemple dans un appartement, comme je vous disais, que j'ai démarré le dimanche 6 janvier. On est aujourd'hui le 23, vous voyez juste ici, on voit bien. Regardez les réservations que j'ai déjà eues. Vous pouvez constater que l'appartement a été globalement loué pratiquement tout le temps. J'ai juste 3 nuits qui n'ont pas été réservées. Voilà, donc là on est le 23 janvier. Vous voyez que pour l'instant, globalement, et j'ai démarré le 6, globalement j'ai quand même pas mal de réservations. Le mois de février, j'ai pour l'instant une réservation, puis une autre qui est un peu plus loin sur le mois de février, sachant que c'est beaucoup de réservations de dernière minute, que les mois de janvier, février, mars ne sont pas des excellents mois sur ma ville. Là, par exemple, je vous ai pris là, c'est le mois de mai, là, c'est le mois de juin. Vous voyez, j'ai déjà des réservations. Et ça, ces réservations-là, c'est des réservations que j'avais prises, je crois, dès la première semaine de lancement de mon listing. Donc, vous voyez que bon positionnement prix, bon emplacement, bonne stratégie, bonne technique, ça marche. Derrière, vous prenez la réservation. Alors, on arrive maintenant à mon investissement. Alors, moi, sur ce logement, j'ai versé un premier loyer qui correspond à la caution, de 690 €. Ensuite, bien entendu, je n'ai pas eu de frais de notaire, on a signé le contrat entre nous. Bien entendu, je n'ai pas eu de travaux à réaliser, contrairement à quand on fait de l'investissement locatif, on a toujours des travaux à réaliser sur le logement. L'idée, c'est que vous trouviez un logement où il y a très très peu de travaux, uniquement la décoration et que vous mettiez vos équipements, votre mobilier. Ensuite, j'ai versé un premier loyer de 690 € pour lancer. Et puis après, on va terminer par la décoration équipement.
Donc j'ai versé à peu près 5500 euros, voire même un petit peu plus, hein, j'ai versé 6000 euros. Alors je ne les ai pas réellement versés, dans le sens où, en fait, donc, du coup on arrive sur un total donc, de 7380 euros d'investissement sur ce type de logement. Mais ce qu'il faut considérer réellement, c'est vraiment la caution et le premier loyer que vous allez réellement verser. Ça au départ, c'est l'investissement, la mise de départ. La décoration et l'équipement, ça dépend déjà aussi si vous allez trouver des logements en meublé ou pas. Si par exemple vous réussissez à trouver un logement qui est déjà meublé, bah, c'est des frais en moins que vous n'aurez pas à supporter. En plus, moi ce que j'ai fait donc, dans ce logement, c'était pas un meublé, c'était un logement donc, nu. Donc sans meubles, j'ai pas versé cet argent. J'ai dû verser à tout casser à peu près 500-600 euros. Tout le reste, je l'ai fait absorber en fait par les différentes chaînes de magasins et également sur Internet, puisque sur Internet vous avez du 3 fois, 4 fois sans frais à peu près partout. Et sur tout ce qui est grosses enseignes, vous avez du 10 fois sans frais très très fréquemment. Si vous prenez leur carte, vous avez des systèmes de paiement en 10 fois sans frais. Vous n'avez pas à financer. C'est un étalement donc, du paiement. Puis encore une fois, sur ce type d'activité, ça ne sert à rien de payer cash. Il faut plutôt étaler. Et les mensualités, l'argent, le cash flow que vous allez générer chaque mois, c'est ce qui va vous permettre en fait, d'aller payer et rembourser les équipements que vous avez pu mettre dans le logement. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir recours à cette technique. C'est ce que je fais systématiquement. Donc je mets un petit peu d'argent effectivement sur la table, mais tout le reste s'autofinance automatiquement. Alors pour revenir rapidement sur la partie meublée et donc non meublée, effectivement si vous trouvez un logement qui est déjà meublé, vous n'avez pas à supporter beaucoup de frais de décoration et d'équipement. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où vous tombez sur un logement qui est très très bien équipé, avec une très très belle décoration. Moi, tous ceux que j'ai pu voir qui étaient loués en meublé, généralement, c'est pas chouette du tout. Le minimum a été fait dedans, parce que le propriétaire a voulu investir le strict minimum, et en fait, il faut pratiquement tout refaire. Tout le mobilier, il n'est pas bon. Il faut remettre du mobilier contemporain, récent, d'actualité. La décoration, elle n'est pas chouette. Les murs sont pas blancs. Il n'y a pas de tableau. Les tableaux, c'est trop des tableaux anciens. C'est pas des tableaux contemporains plutôt sympas, sexy. C'est pour ça que généralement, moi je recommande plutôt, quand vous cherchez votre bien, d'aller plutôt chercher un bien qui est nu, qui n'est pas déjà meublé. Bien qu'il y a des biens, effectivement, mais qui sont déjà meublés, mais généralement, vous allez quand même payer un peu plus cher parce que du coup là, vous allez supporter la déco qui aura eu lieu dedans. Alors après c'est un choix à faire. Est-ce qu'il ne faut pas mieux payer 100 ou 200 euros de plus tous les mois pour avoir une décoration sympa, on va dire un produit qui est déjà meublé, plutôt que de partir sur un produit nu, vous allez peut-être payer 200 euros moins cher, mais où derrière vous aurez à supporter peut-être 500 euros tous les mois, 600 euros d'investissement, parce que vous allez rembourser donc vos règlements en 10 fois sans frais, ou en 4 fois si c'est en 4 fois, comme beaucoup de sociétés font, notamment sur Internet et aussi en physique. Mais au moins, c'est vos meubles. C'est-à-dire que même si au bout d'un an, vous arrêtez cette location, pour une raison X ou Y, ça ne marche pas très fort, ou le propriétaire veut récupérer son logement, vous récupérez vos meubles et vous les mettez derrière dans une autre propriété. Ça devient votre propriété, alors que si vous louez un meublé, effectivement, c'est une exploitation pure et dure, et le mobilier qui est dedans ne vous appartient pas. Donc ça, c'est un choix à faire, mais vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'opportunités sur des logements en nu que sur des logements en meublé. Il y aura beaucoup plus de choix et le prix sera beaucoup plus attractif. Donc voilà à peu près mon investissement sur ce type de logement. Encore une fois, ce chiffre-là est vraiment à prendre avec des pincettes et entre parenthèses, puisque je n'ai jamais versé ces 6 000 euros. Même si je vais les verser, je les verse en règlement 10 fois, sans frais. Donc je n'ai pas de frais à supporter par rapport à ça. Alors ensuite, on va parler de la rentabilité. Donc, je suis parti sur une base de 22 jours de location. Alors comment j'ai déterminé ? C'est une base relativement moyenne qu'on rencontre dans de nombreuses communes en France. Mais également, moi j'ai fait une étude de marché avant de me lancer sur ce type de logement, et j'avais déterminé que les logements qui étaient à peu près à proximité du mien étaient à peu près ce type de moyenne en termes de nombre de jours de location.
Moi, j'ai prévu un loyer à peu près à 80 € à la nuit. Donc, c'est encore une fois, je ne l'ai pas inventé. C'est une information que je suis allé chercher sur des applications que j'utilise, des sites internet qui me remontent des données très précises par rapport à Airbnb. Et donc, la nuitée moyenne est à peu près à 80 €. Donc, on en termine un mensuel et un annuel. Donc, 1760, 21 120 pour l'annuel. Donc, ça, c'est mon chiffre d'affaires. Ensuite, moi je paye donc le loyer plus les charges, donc j'ai 20 € de charges, donc on arrive à 710 € de loyer, ce qui fait à peu près en annuel à 8 520 €. J'ai déduit donc les commissions de 2-3% qui correspondent donc aux commissions Airbnb. Sur Airbnb, vous avez des commissions à reverser à la plateforme qui sont donc de 3% et qui sont de 17% sur une plateforme comme Booking.com. Donc là, je les ai intégrés ici. Ensuite, on a la taxe foncière. Donc taxe foncière, bien entendu, je n'en paye pas puisque dans le contrat, le bail que le propriétaire je fais signer, je n'inclus pas la taxe foncière. Donc la taxe foncière est à sa charge. Comme s'il le louait à un locataire traditionnel, la taxe foncière reste à sa charge. Taxe d'habitation, on n'a pas de taxe d'habitation à payer puisqu'on va payer, nous, la taxe de séjour qui est totalement différente. Ce qu'il faut savoir, la règle qui fait foi dans la taxe d'habitation, c'est le 1er janvier de chaque année. Qui habite dans le logement? Le 1er janvier, ce ne sera pas vous, puisque ce sera un locataire, enfin un sous-loueur, une personne qui sera donc de passage dans votre location saisonnière, votre location courte durée, donc il n'y a pas de taxe d'habitation à verser. Taxe de séjour, dans mon exemple, j'ai mis 0 €, tout simplement parce que Airbnb le facture directement au locataire. Donc quand vous louez le logement, Airbnb automatiquement rajoute des frais supplémentaires qui sont directement payés à la plateforme et la plateforme reverse ensuite automatiquement à la commune. Donc pour vous c'est transparent, c'est une opération blanche, vous ne voyez absolument pas, vous n'avez pas à reporter taxe de séjour. Par contre, ce montant est quand même peut donc être modifié puisque si vous faites de la location en direct ou si vous faites de la location notamment à travers Booking.com, il faut savoir que Booking.com ne capture pas la taxe de séjour. C'est à vous de la prendre. Donc, du coup, vous aurez ces frais à reverser à la plateforme, à reverser donc à la commune. Mais encore une fois, c'est des frais supplémentaires. C'est-à-dire c'est en plus des 80 €. Donc, vous facturez des taxes de séjour que vous redonnez ensuite. Donc, pour vous, c'est une opération blanche, ça ne vous coûte rien. Vous n'avez pas à déduire ça donc de votre business plan. Alors, Internet, j'ai mis 30 €, c'est 29,90 € pour être exact. L'électricité eau, j'ai mis à peu près donc 100 €. Alors, l'assurance, ce n'est pas 25 € finalement, ça va être 12 € que je paye par mois, puisque c'est une assurance non occupant. On est sur 120 € donc à l'année. On s'aperçoit que le total des charges donc est de 917,80 € à l'année, 11 013,60 €, toujours dans l'hypothèse où j'étais sur une assurance à 25 €, mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée sur les chiffres. Quand on fait le chiffre d'affaires moins toutes les charges, on obtient un résultat de 842,20 €, ce qui représente à peu près 10 000 € annuellement sur un seul logement. Donc vous vous rendez bien compte que ces chiffres-là sont des chiffres très cohérents. Le nombre de nuitées de 22, ça sera mon effet de levier. Effectivement, si à un moment donné j'arrive à louer plus de nuitées, j'irai chercher beaucoup plus de résultats et mes charges ne vont pas augmenter pour autant de manière importante, peut-être un tout petit peu plus d'électricité encore. Le loyer restera toujours le même, vous voyez, les commissions peut-être effectivement un petit peu plus. Mais grosso modo, on aura une rentabilité qui va donc augmenter rapidement. Donc, l'effet de levier sera vraiment sur le nombre de nuits et puis effectivement également sur le prix à la nuit. Là encore une fois, ces informations que je n'ai pas inventées, ces informations que je réalise déjà actuellement, et je pense même que je vais être au-dessus des 22 nuits pour le mois de janvier, alors que je viens tout juste de démarrer. Donc, voilà. Pour cette étude de cas, la rentabilité qu'on peut donc espérer, donc c'est une rentabilité que vous pouvez vous très facilement espérer également par rapport donc au type de logement, par rapport à la localisation, par rapport aux prestations que vous allez mettre dedans, les équipements, la décoration. C'est des choses que vous pouvez obtenir très facilement. Donc on voit très vite que si imaginons vous avez 10 logements en gestion, on est sur un résultat à 8 420 €, ce qui est un très beau cash flow chaque mois. Alors là, je vous ai fait également, au niveau fiscalité, une petite étude de cas. Donc, je suis reparti sur les mêmes chiffres. Donc, bénéfice, on a 842 € donc, mensuel, 10 106 € annuels. Je suis parti dans le principe, vous étiez dans le cadre d'une entreprise. Donc, on a à peu près en moyenne entre
35-40% de charges sociales. Donc on voit bien que ce qui nous reste finalement dans la poche, c'est 547,43 € par mois et c'est 6569 € annuels. Donc après, j'ai fait une simulation par rapport à un taux marginal d'imposition à 0, à 14 ou à 30 en fonction donc de votre type d'imposition. Et voilà ce qui vous reste net dans la poche une fois que vous avez payé vos charges sociales et une fois que vous avez payé donc l'impôt sur le revenu. Donc voilà à peu près ce qui va vous rester, vous voyez, sur un logement que vous exploitez en location courte durée à travers la sous-location. Alors dans ce dernier module, on va faire une conclusion donc de la sous-location. Donc la sous-location, voilà un petit schéma qui résume bien le fonctionnement. Donc au départ, ce qui se passe, c'est que vous allez rechercher un bien qui va vous permettre de dégager suffisamment de rentabilité. Donc notamment privilégier l'emplacement, privilégier effectivement le charme de l'appartement, on va dire le ressenti que vous avez sur l'appartement. Est-ce qu'il est lumineux notamment, est-ce qu'il est facile d'accès, est-ce que il est plutôt cosy, il a du caractère comme l'appartement que j'ai pu vous faire voir. La deuxième étape, ça va être convaincre le propriétaire. Donc ça, c'est une grosse étape qui est vraiment importante. Donc là, il faut les bons arguments, il faut les beaux outils pour arriver à le mettre dans une situation où lui il se dit moi je suis gagnant effectivement de faire ce type d'activité. C'est gagnant pour moi, mais c'est aussi gagnant pour lui. Ensuite, il faut bien entendu passer par la phase de légalisation de votre activité. Donc le bon contrat, la bonne société, le bon statut juridique qui fait que tout ça est donc fait dans un cadre professionnel et ça vous permet donc d'encadrer votre activité. Ensuite, après, on arrive à la partie exploitation. Donc exploitation en location courte durée. Donc là, c'est la mise en ligne de votre logement sur différentes plateformes comme Airbnb, Booking.com, Abritel. Il en existe de nombreuses. Les deux principales que moi je vous recommande sont donc Airbnb et Booking.com. C'est vraiment les applications qui vont vous permettre de faire la location courte durée. Après, vous pouvez utiliser d'autres plateformes comme Le Bon Coin, par exemple, pour faire la location au mois. Tout est possible. À partir du moment où l'activité elle est encadrée, elle est légale, vous avez bien structuré, tout est prêt, vous pouvez ensuite faire ce que vous souhaitez. C'est la partie exploitation. Et enfin, une fois que vous avez mis tout ça en place, pensez à déléguer, pensez à automatiser. Alors effectivement, sur un premier logement, moi je vous recommande plutôt de tout faire les check-in, faire les nettoyages pour avoir un bon retour donc, sur le fonctionnement. Sauf si ce n'est pas votre première expérience, vous avez déjà fait pas mal de location courte durée, vous savez comment ça marche. Donc là, effectivement, vous pouvez directement déléguer, automatiser, peut-être même que vous savez comment faire. Donc faites-le. Si c'est votre premier logement, voire votre deuxième, essayez de quand même faire le nettoyage, de faire les check-in. Ça vous permet de rencontrer vos voyageurs, ça vous permet d'obtenir des bonnes reviews, des bons commentaires dès le départ. Et ça vous permet surtout de voir les points à améliorer sur votre logement. Et une fois que tout ça, vous l'avez fait pendant un mois ou deux, vous déléguez la partie nettoyage et vous automatisez la partie check-in, ce qui vous permet de ne pas être physiquement sur place pour faire donc le check-in automatique, donc la récupération des clés pour votre logement. Alors en fonction de si c'est une copropriété, en fonction de si c'est une maison, en fonction de nombreux paramètres, il y a différentes techniques, différentes astuces qui vous permettent de faire ça à distance. Néanmoins, dites-vous bien qu'un check-in, ce que j'appelle moi un self-check-in, ça reste quand même une partie où il faut quand même être présent, soit au téléphone, soit à travers des messages, mais être quand même dispo en stand-by, dans le sens où si votre voyageur n'arrive pas à faire le check-in pour une raison X ou Y, que vous puissiez l'assister et le soutenir, même à distance, en cas de souci. Ça reste quand même relativement important, puisque l'objectif du check-in, c'est que ça se fasse facilement et rapidement. Donc pensez bien à ça, déléguez tout ce qui est partie nettoyage, soit une société, soit une femme de ménage que vous allez pouvoir ensuite recruter parce que vous aurez plus de logements, donc vous aurez la possibilité de recruter une personne qui travaillera pour vous à mi-temps dans un premier temps et puis très certainement à temps plein par la suite, qui peut aussi vous aider sur d'autres tâches. Mais ça ne fait pas l'objet de cette vidéo et donc de cette formation. Mais du coup, voilà, une fois que vous avez rempli ces 5 paliers, vous avez une exploitation qui est vraiment optimisée, qui est parfaite, qui est rentable. Et vous pouvez vous dire, allez, on peut aller sur un prochain logement et on peut continuer à faire de la sous-location. Voilà, j'espère que cette formation donc gratuite sur la location, donc la sous-location en location courte durée,
vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis positif sur cette formation qui, j'espère, va vous permettre de faire... Voilà, j'espère qu'elle vous aura permis de dégrossir ce sujet. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder par la suite. Mais l'objectif de cette formation, c'était de faire un balayage rapide de tous les aspects donc, de la sous-location. Et puis après, bien entendu, moi j'ai d'autres formations, j'ai d'autres choses, d'autres vidéos que je propose où là je rentre beaucoup plus dans le concret et où j'explique beaucoup plus chaque point, comment rechercher un bien, comment convaincre un propriétaire, le contrat, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le contrat, comment on peut monter une société, comment il faut exploiter, comment on peut automatiser, les différentes astuces, différents systèmes que moi j'utilise, différentes solutions. Bref, tout ça c'est dans d'autres formations et dans d'autres modules qui sont proposés sur la plateforme. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous d'un bon succès dans votre sous-location. À bientôt.